Éclat de glace. La brebis crevée, gonflée, boursouflée, les quatre pattes rigides levées vers le ciel, eut un soubresaut. Gérald, accroupi contre le mur, dégaina lentement son épée en prenant garde que le tranchant ne sonne pas au contact du fourreau. À une dizaine de pas, le dépoutoir enfla soudain en ondulant. Le sorceleur n'eut que le temps d'éviter d'un bond une vague d'immondices déversant avec violence d'un tas d'ordures mises en branle. Un, un tentacule terminé par un renflement fusiforme surgit soudain du dépotoir et le rattrapa à très grande vitesse. Le sorceleur fut projeté sur les restes d'un meuble brisé, tenant en équilibre sur un tas de légumes pourris. Il se rétablit et frappa d'un coup d'épée bref et net le tentacule, sectionnant les ventouses en forme de massue. Mais le sorceleur glissa sur des planches, en voulant rebondir en arrière, et retomba sur les fesses dans un fumier fangeux. La montagne d'immondices explosa alors comme un geyser, expulsant une masse dense et puante d'épluchures de cuisine, de torchons décomposés et de fils blanchâtres de choucroute. Qu'est-ce que la choucroute vient foutre? Pourquoi il y a de la choucroute? Sous elle apparut un corps énorme et bulbeux, dont la forme grotesque frappa de ses trois tentacules et de son moignon, rappelait celle d'une pomme de terre. Gérald, enlisé dans la boue, sectionna un autre tentacule grâce à un large mouvement de rotation de la hanche. Les deux restants, aussi gros que de branches charpentières, frappèrent avec la force la surface des ordures dispersées autour de lui. Le corps du monstre s'approcha à la manière d'un tonneau qui roule. Gérald vit l'immonde bulbe éclater et ouvrir une large gueule piquée de dents longues et effilées. Le sorceleur se laissa saisir la taille par les tentacules et retirer de la masse puante dans un bruit de gargouillement. Il s'approcha ainsi de la bête. Celle-ci avançait dans la décharge en roulant sur elle-même. Sa gueule implacable offrait une denture horrible. Parvenu à proximité du monstre, le sorceleur se décida à frapper des deux mains avec son épée. La lame pénétra en glissant mollement dans la chair. Une puanteur douceâtre et étouffante s'en exhala. Le monstre se mit à siffler et à trembler en frappant l'air convulsivement avec ses tentacules restants. De nouveau embourbé dans les ordures, Gérald donna d'un mouvement de revers d'un coup d'épée dont la pointe craqua et crissa terriblement dans la mâchoire ouverte du monstre. Celui-ci gargouilla, encore, avant de tomber comme une masse, mais reprit immédiatement ses esprits, crachant et sifflant sur leur sorceleur avec une sorte de goudron puant. Gérald réussit à s'extirper de sa position en reprenant appui par de violents mouvements de ses jambes emprisonnées dans le bourbier et bondit en avant en repoussant les ordures de son torse. Il frappa alors de toutes ses forces, le fil abattu de haut en bas alla se ficher entre les deux yeux, faiblement phosphorescents du monstre, et lui incisa le corps. La créature gémit de douleur. Elle se trémoussa en laissant échapper sur le tas d'ordures une sorte de vessie transpercée, d'où s'exhala une fétidité amère, pardon. Les tentacules continuèrent pendant un instant de trembler et de remuer dans la pourriture. S'étant extirpé à grand-peine de ce magma, le sorceleur se tenait désormais sur un socle immergé et mobile, mais stable. Il sentit quelque chose de collant et de repoussant qui avait dû s'immiscer dans sa botte, ramper sur son mollet. Vivement le puits, que je puisse nettoyer tout cela le plus vite possible, pensa-t-il. Me nettoyer. Les tentacules du monstre frappèrent une dernière fois les ordures, provoquant moultes éclaboussures. Une étoile filante brilla dans le ciel. Un éclair d'une seconde anima le noir firmament orné de points lumineux immobiles. Le sorceleur ne formula aucun vœu. Il respira lourdement, bruyamment, attentif à la disparition progressive de l'effet des élixirs bu avant le combat. L'énorme dépotoir adossé à l'enceinte de la ville et s'affaisant en pente raide vers les méandres de la rivière offrait maintenant à la lumière des étoiles un spectacle des plus pittoresques et des plus émouvants. Le sorceleur cracha. Le monstre tué se fondait désormais dans les immondices qui avaient accueilli son séjour. Une seconde étoile filante passa. Un tas d'ordures, réussit difficilement à articuler le sorceleur. Rien d'autre que des ordures, du fumier et de la merde. Tu pues, Gérald, déclara Yennefer avec une grimace de dégoût, sans arrêter de fixer le miroir devant lequel elle se démaquillait les joues et les cils. Baigne-toi. Il n'y a pas d'eau, répondit-il en vérifiant le contenu du seau. Nous allons nous débrouiller. La magicienne se leva et alla ouvrir la fenêtre en grand.
Tu préfères l'eau de mer ou l'eau douce? De mer, pour changer. Yennefer écarta largement les bras, puis formula un sort en effectuant avec les doigts un petit geste mystérieux. Un fort courant d'air humide entra par la fenêtre ouverte en la faisant claquer. Un tourbillon, prenant la forme d'une sphère irrégulière, pénétra dans la pièce en sifflant. Le baquet écuma. De l'eau ridée, frappant contre les bords, sourdait de son fond. La magicienne revint à son occupation première. Ça s'est bien passé demanda-t-elle. Qu'y avait-il là-bas, sur le tas d'ordures? Un zeugle, comme je le pensais. Gérald enleva ses bottes, fit glisser ses habits et plongea un pied dans le baquet. Par la peste, Yen, qu'est-ce que c'est froid! Tu ne peux pas la chauffer, cette eau? Non. La magicienne, approchant son visage du miroir, s'injectait une goutte dans l'œil à l'aide d'une pipette. Ce type de sort m'exténue et me donne des nausées. Et puis, après avoir consommé tes élixirs, l'eau froide te fera du bien. Gérald n'insista pas. Insister auprès de Yennefer demeurait toujours improductif. Le zog t'a causé des problèmes? La magicienne plongea sa pipette dans un flacon et s'humidifia le second œil avec un rictus comique. Rien de bien terrible. On entendit de l'autre côté de la fenêtre ouverte un bruit massif, le fracas d'un tronc brisé et une voix de fausset, indistincte, répétant sans pudeur le refrain d'une chanson paillarde. Un zeugle? La magicienne saisit un second flacon parmi une batterie imposante de récipients qui reposaient sur la table. Une odeur de lilas et de groseille à maquereau emplit la pièce. Tu vois, même en ville, un sorceleur trouve facilement du travail. Tu n'es pas obligé de vagabonder. Istred affirme qu'après la disparition d'une créature forestière ou marécageuse, une autre la remplace toujours, une mutation nouvelle, adaptée au milieu artificiel que les humains ont créé. Gérald grimaça lorsque Yennefer fit mention d'Istred. Le sorceleur commença à prendre ombrage de l'administration qu'elle témoignait au génie de celui-ci. Même si le magicien, en l'occurrence, n'avait pas tort. Istred a raison, poursuivit Yennefer en démaquillant ses joues et ses cils avec la potion, fleurant bon le lilas et la groseille à maquereau. Vois par toi-même les pseudo-rats dans les égouts et les caves, les eugles dans les immondices, les pactories et dans les canalisations et les fossés non entretenus, et puis aussi les goudières rampantes dans les étangs des moulins. Nous ne sommes pas loin de la symbiose, tu ne trouves pas? Et les goules dans les cimetières dévorant les cadavres un jour après leur enterrement, pensa-t-il en rinçant le savon sur son corps. Une totale symbiose. Oui, la magicienne repoussa les flacons et les bocaux. Même en ville, il y a du travail pour un sorceleur. Je pense que tu finiras par t'installer définitivement dans un bourg, Gérald. Que le grand cric me croque, pensa-t-il tout bas. S'opposer à Yennefer aurait irrémédiablement conduit à une querelle, et celle-ci pouvait devenir dangereuse. Tu as fini, Gérald? Oui. Sors du baquet. Sans se lever, Yennefer fit un geste de la main et formula un sort. L'eau du récipient, ainsi que celle qui avait débordé et celle qui bruissait sur le corps de Gérald, se reformaient avec un léger bruissement en une sphère translucide qui s'échappa en sifflant par la fenêtre. Puis, le sorceleur entendit un énorme plouf. Que la peste vous conchie, fils de pierreuse! Le hurlement provenait d'en bas. Vous savez pas où déverser votre pisse? Que l'époux vous dévore vivant! Allez crever! La magicienne ferma la fenêtre. Bon sang, Yen, dit Gérald en ricanant. Tu ne pouvais pas jeter l'eau ailleurs? J'aurais pu, grogna-t-elle, mais j'en avais pas envie. Elle prit une lanterne sur la table, puis s'approcha du sorceleur. Sa chemise de nuit, blanche, enveloppant les mouvements de son corps, la rendait extrêmement séduisante. Plus que si elle était ténue, pensa-t-il. Je veux t'examiner, dit-elle. Le zeugle a pu te blesser. Il ne m'a pas blessé, je le sentirai. Malgré tes élixirs, ne me fais pas rire. Tu ne sentirais une fracture ouverte que si l'os saillant heurtait une clôture. Après un combat contre un zeugle, tu peux t'attendre à tout, y compris au tétanos et au ptomaïne. Il est encore temps d'agir, tourne-toi. Il sentit sur son corps la chaleur de la lanterne et la douce caresse de ses cheveux. Il semble que tout aille bien, affirma-t-elle. Allonge-toi avant que les élixirs aient complètement raison de toi. Ces mélanges sont terriblement dangereux. Ils te font perdre peu à peu la santé. Avant chaque combat, je dois en absorber. Yennefer ne répondit pas. De nouveau, assise devant son miroir, elle peignait ses longues boucles noires et brillantes. Elle ne manquait jamais cette activité avant d'aller se coucher.
Gérald traitait cette habitude comme une bizarrerie qu'il prenait néanmoins plaisir à observer. Il se doutait que Yennefer en avait conscience. Il eut soudain une crise violente de frissons. Les élixirs secouèrent son corps, sa nuque se rigidifia. L'effet se concentra enfin dans le bas de l'abdomen, provoquant des nausées. Gérald piqua du nez et s'effondra sur son lit, sans cesser de fixer Yennefer. Le sorceleur remarqua quelque chose bouger dans l'un des coins de la pièce. Il regarda attentivement. Sur des bois de rennes, suspendus de travers au mur et recouverts d'une toile d'araignée, se tenait un petit oiseau, aussi noir que le bitume. L'oiseau tourna la tête et observa à son tour le sorceleur de ses yeux jaunes et immobiles. « Qu'est-ce que c'est, Yen? D'où sort-il »« Quoi » Yennefer se retourna. « Ah, ça? C'est une crécérelle. »« Une crécérelle? Les crécérelles sont rousses mouchetées, celle-ci est noire. C'est une crécérelle de magicien, c'est moi qui l'ai créée. »« À quelle fin ?»« Elle m'est nécessaire, » répondit-elle sèchement. Et Gérald ne posa pas d'autres questions, sachant que Yennefer n'y répondrait pas. « Demain, tu rends visite à Istred ?» La magicienne replaça les flacons sur le bord de la table, rangea son peigne dans un coffret, puis referma le triptyque de son miroir. « Oui, je me rendrai dès le matin. Pourquoi ? Pour rien. » Elle s'étendit à côté de lui, sans éteindre la lanterne. Ne pouvant supporter de s'endormir dans le noir, elle n'éteignait jamais la lumière. Qu'il s'agisse d'une lanterne, d'une veilleuse ou d'une bougie, il fallait qu'elle se consume toujours, jusqu'au bout. Encore une bizarrerie. Yennefer devait sans doute les collectionner. Yen ? Oui ? Quand reprenons-nous la route ? Arrête avec ça. Yennefer froissa brutalement l'édredon. Nous sommes ici depuis 3 jours, et tu as déjà posé cette question une trentaine de fois. Je te l'ai dit, j'ai des affaires à régler en ville. Avec Istred ? Oui. Il soupira et l'embrassa, sans masquer ses intentions. Et murmura-t-elle, n'oublie pas que tu es sous l'effet de tes élixirs. Et alors ? Rien, ricana-t-elle comme une adolescente. Elle se blottit contre lui en se tordant et en ondulant son corps pour ôter plus facilement sa chemise de nuit. Gérald sentit un frisson lui parcourir le dos et des picotements dans les doigts au contact de la peau nue de Yennefer. Il effleura de ses lèvres la poitrine de la magicienne, ses seins ronds et délicats, aux tétons si pâles qu'il ne les distinguait que grâce à leur protubérance. Ses mains se perdaient dans l'enchevêtrement de ses cheveux, fleurant bon le lilas et la groseille à maquereau. Yennefer s'abandonna à ses caresses, en ronronnant comme un chat, enlaçant les hanches de Gérald de ses jambes repliées. Le sorceleur s'aperçut bientôt qu'il avait, comme d'habitude, surestimé sa résistance aux élixirs et oublié leur action néfaste sur l'organisme. Ce ne sont peut-être pas les élixirs, pensa-t-il. C'est à cause de la fatigue du combat et des risques de mort permanents, une fatigue que la routine me fait oublier. Mon corps, même amélioré, ne peut s'abstraindre à la routine. Il réagit naturellement, et au plus mauvais moment, par la peste. Comme d'habitude, Yennefer ne se laissa pas dépasser par les événements. Gérald sentit le contact de la magicienne. Il entendit un murmure fredonner à son oreille et se prit, comme d'habitude, à compter le nombre de fois où elle avait dû recourir à ce sortilège si pratique. Il ne finit par plus y penser. Comme d'habitude, ce fut extraordinaire. Il observait ses lèvres sourire et ses commissures trembler. Il connaissait bien cette expression de visage, plus un sourire de triomphe que de bonheur. Ne lui demande jamais. Il savait qu'elle n'y aurait pas répondu. La crécérelle noire, installée sur les bois de rennes, battit des ailes et fit claquer son bec incurvé. Yennefer se tourna et soupira avec une grande tristesse. Yen ? Ce n'est rien, Gérald. Ce n'est rien. La lanterne brillait d'une lumière incertaine. Une souris fit craquer quelque chose contre le mur. Un scolite, dissimulé dans le bois de la commode, tapotait discrètement et régulièrement. Yen ? Partons d'ici. Je ne me sens pas bien dans cette ville. Elle me déprime. La magicienne se tourna sur le flanc et caressa la joue du sorceleur en dégageant ses messes de cheveux. Ses doigts glissèrent plus bas, jusqu'à la cicatrice boursouflée qui lui barrait le cou. Sais-tu ce que signifie le nom de cette ville, Aed Guineval ? Non ? C'est dans la langue des elfes ? Oui, cela signifie éclat de glace. C'est étrange, la beauté du nom ne correspond pas à la laideur de ce trou immonde. Il existe, chez les elfes, continua pensivement la magicienne, une légende sur une reine de l'hiver parcourant le pays dans le blizzard, sur un traîneau tiré par des chevaux blancs.
Elle sème en chemin de menus éclats de glace, durs et effilés. Malheur à celui dont le cœur ou les yeux en sont transpercés, car celui-ci est perdu, il ne sera plus jamais capable d'être heureux. Tout ce qui n'a pas la couleur blanche de la neige devient alors pour lui laid, horrible, repoussant. Il ne connaît plus la paix et abandonne tout pour suivre la reine et réaliser son rêve et son amour. Il ne le retrouvera bien sûr jamais et mourra de tristesse. C'est dans cette ville, paraît-il, dans des temps très anciens, qu'un tel malheur a eu lieu. C'est une belle légende, qu'en penses-tu? Les elfes savent tout déguiser par de beaux mots, grogna Gérald dans un demi-sommeil, en effleurant de ses lèvres l'épaule de la magicienne. Il ne s'agit pas du tout d'une légende hyène, mais d'une jolie description du phénomène horrible que l'on nomme la quête sauvage. Une malédiction visible dans certaines contrées, une folie collective, inexplicable, qui force les gens à suivre un cortège funeste en se déplaçant dans le ciel. J'en ai été le témoin direct, cela se passe en effet bien souvent en hiver. On m'avait offert quelques sous pour que je mette fin à cette malédiction, mais j'ai refusé. Rien ne peut agir contre la quête sauvage. Sorceleur, murmura Yennefer en l'embrassant sur la joue. Il n'y a pas en toi une once de romantisme. Moi, j'aime les légendes des elfes. Elles sont si belles. Il est dommage que les humains n'en aient pas. Peut-être un jour en créeront-ils? Je me demande de quoi pourront traiter leurs légendes. Leur monde n'est constitué que de grisailles et de banalités. Avec eux, même les choses belles au début deviennent ennuyeuses et vulgaires. Oh, Gérald, il n'est pas facile d'être une magicienne. Mais si je devrais comparer ma condition avec celle des humains, Gérald. Elle posa sa tête sur son torse, ondoyant sous l'effet d'une lente respiration. Dors, sorceleur, murmura-t-elle. Dors. La ville le déprimait. Dès le matin, tout le mit de mauvaise humeur et attisa sa colère. Tout. La grasse matinée, à cause du temps perdu, et l'absence de Yennefer, sortie pendant son sommeil. Elle avait dû se presser, car les ustensiles qu'elle rangeait d'habitude méthodiquement sur des coffres avaient été laissés éparpillés sur la table comme des dés jetés par un devin lors d'une séance de voyance. Des pinceaux en poils délicats, les plus grands pour poudrer le visage, les plus petits pour appliquer de la pommade sur les lèvres, et les plus menus pour le henné dont Yennefer se maquillait les paupières. Des crayons et des bâtons à joues et sourcils, des pincettes et de petites cuillères en argent, des fioles et des bocaux en porcelaine et en verre dépolis, contenant, pensait-il, des élixirs et des onguents aux composants si banals que la suie, la graisse d'oie, le jus de carotte, et aussi dangereusement mystérieux que la mandragore, l'antimoine, la belladone, le cannabis, le sang de dragon et le venin concentré de scorpions géants. Une fragrance de lilas et de groseilles à maquereau, l'encens qu'elle utilisait toujours emplissait l'air. La magicienne habitait ces objets et cette odeur. Mais elle n'était pas là physiquement. Inquiet et sentant monter sa colère pour n'importe quel prétexte, Gérald descendit au rez-de-chaussée, les yeux brouillés, refroidis et coagulés que l'aubergiste lui servit entre deux pelotages en cuisine, le firent rager. Le fait que la jeune fille abusée eût à peine 12 ans et les larmes aux yeux le mit particulièrement en colère. Le temps chaud et printanier, le tumulte des conversations de la rue n'améliorèrent pas l'humeur de Gérald. Il ne se plaisait décidément pas à Aed-Gainvel. Parodie de toutes les petites villes qu'il avait connues, une caricature plus bruyante, plus étouffante, plus sale et plus énervante encore. Il sentait toujours la puanteur du dépotoir dans ses vêtements et ses cheveux. Le mieux était de se rendre au terme. Ce fut ensuite la mine du préposé au bain qui l'énerva. Ce dernier n'arrêtait pas d'observer le médaillon que le sorceleur portait au cou et son épée déposée sur le bord de la baignoire. Gérald s'irrita du fait que le préposé ne l'offrit pas les services d'une putain. Il n'avait nulle intention de jouir des charmes d'une jeune femme, mais que l'on pût faire une telle proposition à tout le monde, sauf à lui, cela le révoltait. Dehors, malgré l'odeur forte du savon gris se dégageant de son corps lavé, le sorceleur ne fut pas de meilleure humeur. La ville d'Aed-Gainvel n'était pas plus belle. Rien de ce qui s'offrait à ses yeux ne lui plaisait. Il n'aimait pas l'état de fumier jonchant les rues. Il n'aimait pas les mendiants agenouillés contre le mur de l'église. Il n'aimait pas l'inscription peinte à la va-vite sur le mur, enfermer les elfes dans les réserves. On ne l'introduisit pas dans le château. Le sorceleur fut renvoyé vers le Starrose à la guilde des marchands. Cela l'irrita. Il s'énerva également
lorsque l'un des anciens de la corporation, un elfe, lui ordonna de chercher le Staros sur la place du marché, le regardant avec mépris et supériorité, ce qui était étrange pour un être censé faire preuve de réserve. La place du marché grouillait de monde, d'étals, de chariots, de chevaux, de bœufs et de mouches. Un condamné, recouvert de boue et d'excréments par la populace, était ligoté sur la plateforme d'un pilori. Gardant son sang-froid, il se contentait d'insulter ses tourmenteurs, sans particulièrement élever la voix. Pour Gérald, habitué à ces situations, la raison de la présence du Starost dans ce fourmillement était claire. Les marchands itinérants intégrirent dans leur prix le montant des pots de vin qu'il leur fallait bien remettre à quelqu'un. Le Starost, au fait lui aussi de ce genre de pratique, apparaissait en personne pour éviter aux marchands qu'ils se fatiguent à le chercher. Le fonctionnaire officiait, assis derrière une table dressée pour accueillir les intéressés, sous un baldaquin bleu, sale, tendu sur des piquets. Le visage blafard du Starost Herbold ne témoignait que du mépris et indifférence à leur regard. « Hé, toi, où vas-tu » Gérald détourna lentement le visage en réprimant sa colère, maîtrisant sa fureur, et, conscient qu'il n'était plus possible de laisser libre cours à ses émotions, le sorceleur se figea, tel un éclat de glace. L'homme qui lui barrait le chemin avait des cheveux jaunis comme des plumes de l'oriot et des sourcils de même couleur, plantés au-dessus d'yeux livides et ahuris. Ses mains fines, terminées par de longs doigts, restaient accrochées à une ceinture retenant une rangée de plaies massives en laiton, une épée, une masse d'armes et 2 stylets. « Ah, dit l'homme, je te reconnais. Tu es le sorceleur, n'est-ce pas? Tu veux voir Herbold » Gérald acquiesça, sans cesser d'observer les mains de l'homme. Il savait qu'il eût été dangereux de perdre ses mains de vue. « J'ai entendu parler de toi, tueur de monstres, » continua l'homme aux cheveux jaunis, sans quitter des yeux les mains de Gérald. « Bien qu'il me semble que nous nous sommes jamais rencontrés, je pense que tu as entendu parler de moi. Je m'appelle Ivo-Mirs, mais tous me surnomment la cigale. » Le sorceleur confirma d'un signe de tête. Il savait aussi quel prix Kaef et Vatver offraient à Wizima pour la tête de la cigale. Si on lui avait demandé son avis, il aurait certainement répondu que le prix était trop modeste, mais personne ne lui avait posé la question. « Bien, continua la cigale. D'après ce que je sais, le Staros t'attend. Tu peux y aller. Mais ton épée, l'ami, il faut me la laisser. On me paie justement pour que ce cérémonial soit respecté. Personne ne peut s'approcher d'Herbold avec une arme. T'as compris » Gérald haussa les épaules. Il ouvrit la ceinture maintenant le fourreau et remit son épée à la cigale. Celui-ci eut un sourire en coin. « S'il vous plaît, dit-il, comme on est poli, pas un mot de protestation. Je savais bien que les rumeurs sur ton compte étaient exagérées. J'aimerais bien que tu me demandes un jour de te remettre mon épée. Tu verrais alors quelle est ma réponse. »« Oh là, la cigale » appela le Starost en se levant. « Fais-le passer. Venez, seigneur Gérald, soyez le bienvenu. Faites place, messieurs les marchands. Laissez-nous un moment. Vos affaires doivent se subordonner aux intérêts supérieurs de la ville. Transmettez votre pétition à mon secrétaire. » L'affabilité feinte du Starost n'en imposa pas à Gérald, qui savait qu'il s'agissait là uniquement d'un argument de vente. Les marchands obtenaient du temps supplémentaire pour fixer le montant convenable des pots de vin. « Je parie que la cigale a essayé de te provoquer. » Herbold répondit d'un mouvement de la main indistinct, au salut aussi inconsistant de Gérald. « Ne t'en fais pas, la cigale ne confisque les armes que sur mon ordre. Il est vrai que cela n'est pas toujours à son goût, mais tant que je le paie, il doit m'écouter, sinon, adieu. Retour sur la grande route. Ne t'inquiète pas. » Le diable m'emporte si vous n'avez besoin de quelqu'un comme la cigale, Starost. Le lieu est-il si dangereux? S'il n'y a aucun risque, c'est justement parce que j'emploie la cigale, répondit Herbold en riant. Sa gloire rayonne loin, c'est justement ce dont j'ai besoin. Tu vois, Aedgunval et les autres villes de la vallée de l'Apokine dépendent du gouvernement de Ragverlin, et les gouverneurs, dernièrement, se succèdent chaque année. On ne sait d'ailleurs pas pourquoi ils changent tout le temps, car 1 sur 2 est toujours un elfe métis ou un carteron, sale race maudite. Les elfes sont responsables de tous les malheurs. Gérald n'ajouta pas que la situation pouvait également être le fait des conducteurs de chariots, car la plaisanterie, bien que connue, n'était pas toujours appréciée. Chaque nouveau gouverneur, enchaîna Herbold, emporté par son ardeur, commence par démettre le châtelain ou le Staros en place pour nommer à sa place un proche ou un ami. Mais, après que la cigale a fait un jour aux envoyés d'un gouverneur, plus personne n'essaie de me déloger de ma fonction, et je demeure le plus ancien des Starosts
d'un des plus anciens régimes qui fut jamais en vigueur. Je ne me souviens même pas lequel, trêve de parlotte. La veine risque de s'épuiser, comme disait Feu ma dernière épouse. Venons-en au fait. Quel type de saurien frayait, quel type de saurien frayait donc dans notre dépotoir? Un zeugle. De ma vie, je n'ai jamais entendu parler d'un tel animal. J'imagine qu'il est mort? Oui, mort. De combien allons-nous donc gréver le budget municipal? 100. Alors bon, seigneur sorceleur, auriez-vous abusé du persil des fous? 100 marques pour nous débarrasser d'un vulgaire insecte qui encombre un tas de merde? Insecte ou pas insecte, Starost, il avait dévoré 8 personnes. C'est vous-même qui me l'avez dit. Oui, des gens, pour ainsi dire. Le monstre aurait avalé le vieil Iast, connu de tous pour ne jamais dessouler, une vieille bonne femme des faubourgs et quelques enfants du guide Souliard, ce que nous n'avons pas découvert tout de suite, car Soulirad ne sait pas au juste combien il a d'enfants. Il en fait trop pour pouvoir les compter. Moi aussi, j'ai des gens. 80. Si je n'avais pas tué le Zeugle, il aurait tôt ou tard dévoré quelqu'un de plus important, le pharmacien par exemple. Qu'auriez-vous trouvé de Longuin pour traiter vos chances? 100. 100 marques, c'est beaucoup d'argent. Je ne sais pas si je donnerais autant pour une hydre à 9 têtes. 85. 100, seigneur Airborne. Bien sûr, ce n'était pas une hydre à 9 têtes, mais reconnaissez que personne, ici, même la célèbre cigale, n'aurait pu venir à bout de ce Zeugle. Parce que personne, ici, n'a l'habitude de barboter dans les excréments et les ordures. C'est mon dernier mot. 90. 100. 95 par tous les démons et les diables. D'accord. Ah. Herbold se mit à rire à belles dents. C'est réglé. Tu marchandes toujours aussi bien, sorceleur. Non. Gérald ne broncha pas. C'est plutôt rare. Je voulais juste vous faire plaisir, Starost. Tu y as réussi, par le choléra, ricana Herbold. Hé, grosse tête, viens ici. Donne-moi le registre et une bourse. Décompte-moi 90 marks. Nous avions connu 95. Que fais-tu de l'impôt? Le sorceleur jura en silence. Le Starost apposa un signe vigoureux sur le reçu, puis il se gratta l'oreille avec l'autre bout de la plume. J'imagine que la tranquillité régnera désormais dans le dépotoir, n'est-ce pas, sorceleur? Normalement oui, il n'y avait qu'un seul zeugle. Bien sûr, il a pu se reproduire. Les zeugles sont hermaphrodites, comme les escargots. Quelle histoire me contes-tu? Herbold l'observa en louchant. Pour se multiplier, il faut être deux, un mâle et une femelle. Serait-il possible que ces zeugles viennent au monde comme les puces ou les souris de la paille putride de paillasse? Chaque imbécile sait qu'il n'y a pas de souris mâle et femelle, qu'elles sont toutes semblables et naissent de la paille putride. Bien sûr, on le sait tous. C'est même ce qu'on apprend en cours de SVT. Et les escargots naissent des feuilles humides, intervint le secrétaire Grosse-Tête, occupé à former des tas de monnaies réguliers. Tout le monde le sait, surenchérit Gérald en souriant de toutes ses dents. Il n'y a pas d'escargot mâle et femelle. Il n'y a que des feuilles. Quiconque pense le contraire se trompe. Assez, coupa le staroste, en le regardant avec suspicion. Assez parlé des insectes. Je demandais s'il existe un risque que quelque chose réapparaisse dans le dépotoir. Réponds succinctement et clairement. Dans un mois, il conviendrait de fouiller le dépotoir, le mieux avec des chiens. Les jeunes zeugles sont dangereux. Ne pourrais-tu pas t'en occuper tout de suite, sorceleur? Nous pourrions nous entendre concernant le paiement. Non. Gérald perçut l'argent des mains du grosse-tête. Je n'ai pas l'intention de rester plus longtemps dans votre belle ville, même une semaine. Alors, a fortiori, un mois. Tu dis des choses intéressantes. Herbold feignit de sourire en le regardant dans les yeux. Vraiment intéressantes. Mais je pense que tu vas rester plus longtemps. Vous vous trompez, Starost. Vraiment? Tu es bienvenu avec cette magicienne aux cheveux noirs. Comment s'appelle-t-elle? J'ai oublié. Guinevere, je crois. Vous êtes descendu à l'Esturgeon. On dit que vous couchez dans la même chambre. Et alors? On dit aussi que, chaque fois qu'elle est venue à Aed-Guinvel, il n'en est pas reparti d'aussitôt. Grosse-Tête rit bruyamment en montrant sa mâchoire édentée. Herbold continuait de fixer les yeux de Gérald, sans montrer la moindre émotion. Gérald se mit lui aussi à rire de la manière la plus horrible qu'il put. D'ailleurs, je ne sais rien. Le Staros détourna les yeux en foulant la terre de son talon. Et cela m'intéresse autant que de la merde de chien. Mais le magicien Istred, ne l'oubliez pas, est une personne importante chez nous. Irremplaçable en ville, inestimable, dirais-je.
Les gens d'ici le respectent, les autres aussi. Nous ne nous mêlons pas de sa magie, ni de ses affaires. C'est sûrement mieux ainsi, accorda le sorceleur. Où habite-t-il, s'il est possible de le savoir? Tu ne le sais pas? Ici même, tu vois cette maison? La blanche, la grande, située entre l'entrepôt et l'arsenal, plantée comme une bougie dans le postérieur. Mais tu ne trouveras pas Istred maintenant. Il a déterré quelque chose dans le fossé sud et continue de creuser autour comme une taupe. Ces gens s'exténuent à piocher. Je me suis rendu pour lui demander poliment: Maître, mais pourquoi creusez-vous tous ces trous comme un enfant? Cela fait sourire les habitants. Que recèle la glèbe? Lui me regarde comme un malheureux et répond: L'histoire. Quelle histoire encore, je demande. Et lui, l'histoire de l'humanité. Des réponses aux questions, à la question de ce qui fut et de ce qui sera. Il n'y avait que de la merde avant la construction de la ville, je lui rétorque, des jachères, des buissons et des loups-garous. Et quant à l'avenir, il dépend uniquement de la nomination du prochain gouverneur, du nouveau, un elfe métis de malheur, par l'administration de Rarkvelin. Dans la terre, il n'y a aucune histoire, il n'y a rien, à part des vers pour qui s'intéresse à la pêche. Tu crois que mes arguments l'ont convaincu, penses-tu? Il continue de creuser, si tu veux le voir, rends-toi au fossé sud. Hé, Seigneur Starost, grogna Grosse Tête. Il est revenu chez lui. Il se fiche bien des fouilles maintenant que. Herbold lui lança un regard menaçant. Grosse Tête fit le gros dos en se raclant la gorge et en piétinant le sol. Le sorceleur croisa ses mains sur le torse en continuant de sourire faussement. Oui, le Staros tout ça. Qui sait, oui, Strad est peut-être déjà rentré chez lui. Qu'est-ce que ça me fait, d'ailleurs? Portez-vous bien, Staros, conclut Gérald sans même esquisser une parodie de salut. Je vous souhaite une bonne journée. Le sorceleur rejoignit la cigale, qui venait à sa rencontre dans les cliquetis des armes qu'il portait. Il tendit le bras sans un mot pour récupérer l'épée que la cigale tenait sous l'aisselle. Ce dernier recula. On est pressé, sorceleur? Oui, on est pressé. J'ai inspecté ton épée. Gérald le dévisagea froidement. Tu peux t'en vanter, répondit le sorceleur en hochant la tête. Rares sont les personnes qui ont pu l'examiner de si près, et encore moins celles qui ont ensuite relaté leur expérience. Ha, la cigale rit de toutes ses dents. Quelle menace! J'en ai la chair de poule. Je me suis toujours demandé pourquoi les humains avaient peur de vous, les sorceleurs. Je pense que je le sais. Je dois me dépêcher, la cigale. Rends-moi mon épée, je te prie. De la poudre aux yeux, sorceleur, rien que de la poudre aux yeux. Vous effrayez les gens comme l'apiculteur ses abeilles en les enfumant. Avec vos visages de marbre, votre bagout, les rumeurs que vous colportez est créée de toutes pièces. Les abeilles fuient la fumée. Les idiotes, au lieu de planter leur dard dans la face des sorceleurs, qui enfleuraient comme tous les autres. On dit de vous que vous ne ressentez rien, comme les humains. Mensonge. Si l'un d'entre vous se faisait rosser, il le sentirait passer. Tu as fini? Oui, répondit la cigale en lui rendant l'épée. Tu sais ce qui m'intéresse, sorceleur? Oui, les abeilles. Non, c'était une façon de parler. Si tu entrais armé d'une épée dans une ruelle, d'un côté et moi de l'autre, je me demande lequel des deux atteindrait le bout de la rue. La chose me semble digne d'un pari. Pourquoi m'importuner, la cigale? Tu cherches querelle? Dis-le-moi. Pour rien de spécial. Je suis simplement curieux de savoir quelle est la part de vérité dans ce que disent les gens à propos de votre ardeur au combat. Il n'y aura en vous ni cœur, ni âme, ni pitié, ni conscience, c'est tout? On dit exactement la même chose de moi. Avec raison, note-le bien. Je suis terriblement curieux de savoir lequel d'entre nous sortira vivant de cette ruelle, hein? Ça vaut le coup de parier, qu'en penses-tu? J'ai dit que j'étais pressé. J'ai nulle envie de perdre mon temps en réaticotant. Les paris ne sont d'ailleurs pas ma marmotte. Mais s'il te prenait l'envie de venir me déranger dans une ruelle, je te conseille fortement, la cigale, d'y regarder d'abord à deux fois. Un écran de fumée! La cigale rit aux éclats. De la poudre aux yeux, sorceleur, rien de plus. Au revoir. Qui sait? Peut-être nous reverrons dans une ruelle. Qui sait? Nous pourrons tranquillement discuter ici. Assieds-toi, Gérald. Le nombre de livres occupant la majeure partie de l'immense atelier était impressionnant. De gros incunables remplissaient les rayonnages muraux, courbant les planches sur lesquelles ils reposaient et s'empilant dans les boîtes et sur les commodes. Gérald estima qu'il y en avait pour une fortune. D'autres éléments de décoration ne manquaient pas. Un crocodile empaillé, un diodon séché pendu au plafond, un squelette poussiéreux et une imposante collection de bocaux contenant un musée des horreurs conservées dans de l'alcool. Scolopendres, araignées, serpents, crapauds et quelques échantillons humains et non inhumains, principalement des viscères.
Il y avait même un homoncule ou quelque chose rappelant un tel être, mais il pouvait s'agir d'un nouveau-né préalablement fumé. Cette collection impressionnait guère Gérald. Yennefer, chez qui il avait habité pendant près de 6 mois à Vengerbe, possédait une collection bien plus intéressante, contenant même un phallus de dimensions prodigieuses ayant appartenu à un troll des montagnes. Elle possédait également un rhinocéros parfaitement empaillé sur lequel elle aimait à faire l'amour. Gérald était d'avis que le seul autre endroit plus impropre encore à une telle activité devait être l'encolure d'un rhinocéros vivant. La différence du sorceleur, pour qui un lit représentait une forme de luxe dont il fallait apprécier tous les usages possibles. Yennefer était capable des plus grandes extravagances. Gérald se souvenait d'heureux moments passés avec la magicienne sur la déclivité d'un toit, dans le creux d'un arbre mort, sur le balcon d'un autre, sur la balustrade d'un pont, dans une pirogue instable, emportée par des rapides et en état de lévitation, environ 30 toises au-dessus du sol. Le rhinocéros avait été le pire moment. Un jour, la chance voulut néanmoins bien lui sourire. L'animal se brisa sous lui et se fracassa, provoquant leur fou rire à tous les deux. Qu'est-ce qui t'amuse, sorceleur demanda Istred, assis derrière une longue table dont le plateau portait un grand nombre de crânes pourris, d'ossements et de fer rouillé. Chaque fois que je vois ces choses, le sorceleur assis en face du magicien désigna les bocaux et les fioles, je me demande s'il n'est pas réellement possible de pratiquer la magie sans avoir recours à toutes ces horreurs dont la vue retourne l'estomac. C'est une question de goût. Ce qui répugne certains laisse les autres indifférents. Qu'est-ce qui te répugne, Gérald? Je suis curieux de savoir ce qui peut bien répugner quelqu'un qui, comme on le dit, n'hésite pas pour de l'argent à s'immerger jusqu'au cou dans le fumier et les immondices. Ne prends pas ma remarque pour une attaque ou une provocation. Je suis vraiment curieux de savoir ce qui peut provoquer un sentiment de dégoût chez un sorceleur. N'aurais-tu pas par hasard dans ce bocal, Istred, le sang menstruel d'une vierge? Sache que me dégoûte cette image de toi, agenouillé, la bouteille à la main, recueillant goutte par goutte ce précieux liquide à la source, toi, un magicien sérieux. Bien envoyé. Istred sourit. Je parle bien sûr de ta plaisanterie piquante, car quand on t'en tue du bocal, tu te trompes. Mais tu utilises parfois un tel sang, n'est-ce pas? J'ai entendu que, pour certains sorts, on ne pouvait se passer d'un sang d'une vierge tuée par la foudre une nuit de pleine lune. En quoi un tel sang est-il meilleur que celui d'une femme facile, tombée d'une palissade en état d'ébriété? En rien, accorda le magicien C'est le moment où j'ai totalement bugué sur un mot. Trop facile à dire. En rien, accorda le magicien avec un sourire aimable sur les lèvres. Mais il s'avérait que l'on peut tout aussi bien utiliser du sang de porc, bien plus facile à trouver. N'importe quelle fripouille pourrait se lancer dans l'expérimentation des sortilèges. Si ces fripouilles doivent rechercher et utiliser ce sang de vierge qui te fascine tant, des larmes de dragon, du venin de tarentule blanche, un bouillon de main de nouveau-né coupé ou de cadavres exhumés à minuit, plus d'un hésiterait à se lancer dans une telle entreprise. Ils restèrent un moment silencieux. Istred, faussement perdu dans ses pensées, tapotait avec ses ongles sur un crâne brisé, bruni et privé de mâchoire inférieure, placé juste en face de lui. Son index suivait l'ouverture dentée, béant à partir de l'os temporal. Gérald l'observait discrètement. Il se demandait quel pouvait être son âge. Il savait que les plus doués des magiciens étaient capables de ralentir le processus du vieillissement de façon permanente et à tout moment de leur vie. Les hommes préféreraient, pour des raisons de réputation et de prestige, se donner l'apparence d'un âge moyen et mûr, témoignant d'une certaine sagesse et expérience. Les femmes, comme Yennefer, privilégiaient le pouvoir de séduction au détriment de celui que confère le sérieux lié aux années. Istred, dont la force de l'âge, ne paraissait pas avoir plus de 40 ans. Il avait des cheveux raides, légèrement blancs, qui lui tombaient sur les épaules. De nombreuses rides lui barraient le front, ainsi que la commissure des lèvres, et l'extrémité des yeux lui assuraient un air grave. Gérald ignorait si la profondeur et l'intelligence de ses 12 yeux gris étaient naturelles ou le fruit d'un sortilège. Il arriva à la conclusion, après un moment que cette question n'avait... Il arriva à la conclusion, après un moment, que cette question n'avait aucune espèce d'importance. Gérald interrompit brutalement le silence. Istred, je suis venu chez toi car je voulais voir Yennefer. Tu m'as fait entrer bien qu'elle ne soit pas là. Dans quelle intention? Pour discuter avec moi? Mais de quoi? Des fripouilles menaçant le monopole des magiciens?
Je sais bien que tu me comptes parmi ces fripouilles. Rien de nouveau sous le soleil. J'avais eu l'impression pendant un instant que tu te comporterais avec moi autrement que tes confrères, qui ne commencent généralement la discussion que pour me prouver leur animosité. Excusez-moi. J'ai nullement l'intention de demander pardon au nom de mes confrères, comme tu les appelles, répondit tranquillement le magicien. Je les comprends, car comme eux, j'ai dû beaucoup travailler pour accéder à un certain niveau de compétence dans le domaine de la magie. Lorsque j'étais encore un gamin, les garçons de mon âge courent à travers champs avec des arcs, pêchaient des poissons ou jouaient au père et à l'impair. Moi, je potassais déjà les manuscrits. Le sol en pierre de la tour était si froid qu'il me brisait les os et me gelait les articulations. Je parle de l'été, bien sûr, car l'hiver, c'était l'émail de mes dents qui craquait. Je toussais à cause de la poussière des manuscrits et des livres. Les yeux me sortaient de la tête à cause de la fatigue, et mon maître, le vieux Rouetskill, ne manquait jamais l'occasion de me caresser le dos avec son martinet, persuadé visiblement que je ne pouvais avancer sur le chemin de la science sans cela. Je ne me suis jamais battu, je n'ai jamais fréquenté de filles, et je n'ai jamais bu une goutte de bière pendant toutes ces années où ce genre de divertissement est le meilleur. Pauvre vrai, répliqua le sorceleur avec une grimace, les larmes me montent aux yeux. Pourquoi une telle ironie? J'essaie de t'expliquer les raisons pour lesquelles les magiciens éprouvent de l'antipathie à l'égard des charlatans de village, des enchanteurs, des guérisseurs, des mauvaises fées et des sorceleurs. Nomme ça comme tu l'entendras, de la jalousie si tu veux, mais c'est bien là l'origine de cette animosité. Nous sommes exaspérés lorsque la magie, cet art qu'on nous a présenté comme élitiste, le privilège des meilleurs et le plus sacré des mystères, tombe entre les mains des profanes et des autodidactes, même lorsque cette magie ne vaut pas un clou. C'est la raison pour laquelle mes confrères ne t'adorent pas. Moi non plus, soit dit en passant, je ne t'aime guère. Gérald fut assis du tour que prenait la situation et de l'inquiétude qu'elle éveillait en lui, aussi désagréable qu'un escargot déambulant sur sa nuque et sur son dos. Il fixa Istred droit dans les yeux en appuyant ses doigts sur le bord de la table. Il s'agit de Yennefer, n'est-ce pas? Le magicien releva la tête en continuant de tapoter légèrement avec ses ongles le crâne posé devant lui. Bravo pour la présence d'esprit, répondit-il en soutenant le regard du sorceleur. Toutes mes félicitations. Oui, il est bien question de Yennefer. Gérald garda le silence. Autrefois, il y avait très longtemps, il n'était alors qu'un jeune sorceleur, ayant préparé une embuscade contre une manticore, il avait soudain senti que le monstre s'approchait, sans qu'il pût néanmoins le voir ou l'entendre. Il avait tout simplement senti sa présence, et n'avait jamais oublié ce sentiment qu'il éprouvait de nouveau à l'instant. Ta présence d'esprit, poursuivit le magicien, nous fait gagner énormément de temps, et nous évite pas mal de bavardages inutiles. Ainsi, la situation est claire. Gérald se garda de tout commentaire. Ma relation intime avec Yennefer, enchaîna Istred, dure depuis pas mal de temps. Elle fut longtemps une relation sans engagement de part et d'autre, fondée sur des périodes plus ou moins régulières de vie commune. Ce type de liaison se pratique souvent parmi les gens de notre profession, mais j'avoue qu'elle a cessé de me satisfaire. C'est pourquoi j'ai décidé de lui proposer de rester avec moi pour toujours. Qu'a-t-elle répondu? Qu'elle réfléchirait. Je lui en ai donné le temps. Ce n'est pas une décision facile pour elle. Pourquoi m'avait tout cela, Istred? Qu'est-ce qui te motive, outre une sincérité digne de respect et si rare chez tes semblables? Que vises-tu à travers cette franchise? Un but des plus prosaïques, murmura-t-il. Ta présence empêche Yennefer de prendre une décision. Je te prie donc de t'effacer, de disparaître de sa vie, et de cesser de nous gêner. En d'autres termes, va au diable, Gérald, le plus discrètement possible et sans adieu, ce que tu sais admirablement faire, paraît-il. Gérald figea sur ses lèvres un sourire forcé. En effet, ta sincérité me désarçonne, excusez-moi. C'est un mot pourtant simple à prononcer. Je m'attendais à tout sauf à ça. Ne penses-tu pas qu'il serait préférable, au lieu de me soumettre à une telle demande, de me réduire en cendres d'un coup de foudre globulaire lancé de derrière un tas de charbon? Aucun inconvénient à cela, rien qu'un peu de suie à essuyer sur le mur. Le moyen serait plus simple et plus sûr, car une demande, on peut toujours la refuser, au contraire de la foudre globulaire. Je ne prends nullement en compte l'éventualité d'un refus. Pourquoi? Ton étrange demande ne serait-elle, au fond, qu'un banal avertissement précédant la foudre ou tout autre sortilège? Ou peut-être s'agit-il de renforcer ta demande par des arguments plus convaincants, une somme susceptible de rassasier l'appétit du cupide sorceleur? Quel est selon toi le prix de ma disparition et de mes vœux de bonheur? Le magicien cessa de jouer avec le crâne. Il le recouvrit et le pressa de sa main. Gérald remarqua que ses phalanges blanchissaient.
Il n'était pas dans mon intention de te faire une telle offre, répondit-il. J'ai été loin d'y penser, mais si, Gérald, je suis un magicien, et pas le moindre. Je ne prétends pas jouir de la toute-puissance, mais je pourrais réaliser nombre de tes vœux, si tu voulais bien me les confier, certains d'entre eux même, facilement. Istred fit un geste machinal de la main, comme s'il voulait chasser un moustique. Au-dessus de la table apparut soudain une grappe de papillons, Apollon, multicolores. Mon vœu, Istred, expliqua Gérald en martelant ces mots, et en chassant les insectes voltant autour de sa tête, serait que tu cesses de t'immiscer entre Yennefer et moi-même. Ton offre ne m'intéresse nullement. Autrefois, rien ne t'empêchait de faire ta demande lorsque Yennefer était encore avec toi. Aujourd'hui, la situation a changé. Yennefer est avec moi. Je devrais disparaître pour te faciliter la tâche, je refuse catégoriquement. Non seulement je n'entends pas t'aider, mais je ferai tout ce qui est de mon modeste pouvoir pour te nuire. Tu vois, je ne suis pas non plus en reste de franchise. Tu n'as pas le droit de refuser ma demande, pas toi. Pour qui me prends-tu, Istred? Le magicien le regarda droit dans les yeux en se penchant sur la table. Pour une amourette de passage, une fascination momentanée, un caprice, une aventure parmi des centaines d'autres, car Yena aime à jouer avec les émotions. Elle est impulsive et imprévisible, mais je reconnais, après avoir échangé ces quelques mots avec toi, qu'elle ne te traite pas en objet, crois-moi, c'est rare de sa part. Tu n'as pas compris ma question. Tu te trompes, je l'ai fort bien comprise, c'est volontairement que je ne parle que des émotions de Yena. Toi, sorceleur, tu ne peux en ressentir aucune. Tu refuses d'accéder à ma demande car tu considères que Yena t'appartient. Tu penses que... Gérald, tu ne restes avec elle que parce qu'elle le veut bien. Ce que tu ressens toi-même n'est qu'une projection de ses émotions et de l'intérêt qu'elle te porte. Par tous les démons de l'enfer, Gérald, tu n'es plus un enfant. Tu sais qui tu es, un mutant. Ne le prends pas mal. Je ne veux pas t'humilier ou te témoigner de mépris. Je ne fais qu'affirmer un fait. Mutant, tu demeures incapable de ressentir des émotions, car c'est ainsi qu'on t'a modelé, pour exercer ton métier. Tu comprends? Il t'est impossible de ressentir quoi que ce soit. Ce que tu considères comme émotion se résume à une mémoire cellulaire ou somatique. C'est ce que signifie ce mot. Imagine-toi que je le sais. Tant mieux. Écoute-moi. Je te demande une chose que l'on peut demander à un sorceleur et non à un humain. Je parle généralement aux sorceleurs en toute franchise, ce que je ne puis me permettre avec les humains. Gérald, j'entends offrir à Yena compréhension et stabilité, sentiment et bonheur. Peux-tu, en toute honnêteté, affirmer que tu désires de même? Non, cela t'est impossible. Ce ne sont pour toi que des mots privés de sens. Tu cours après Yena comme un enfant jouissant d'une sympathie momentanée, comme un petit chat sauvage à qui tout le monde jette des pierres, mais qui ronronne auprès de la seule personne qui ne redoute pas de le caresser. Saisis-tu ce que je veux dire? Je sais que tu le comprends. Tu n'es pas idiot, c'est certain. Tu vois même qu'il ne t'est pas permis de me refuser mon aimable demande. J'ai autant le droit de la refuser, martela Gérald, que toi de me la demander. C'est pourquoi nos deux droits s'annulent, ce qui nous ramène au point de départ qui est le suivant. Yen, malgré mon état et les conséquences de ma mutation, est avec moi. Tu as déclaré ton amour, c'est ton droit. Elle t'a répondu qu'elle réfléchirait, c'est également son droit. Tu as l'impression que je la dérange dans son choix, qu'elle hésite, que je serai la raison de son hésitation. C'est là mon propre droit. Son hésitation doit bien avoir quelques raisons. Je lui apporte peut-être finalement quelque chose, même si le lexique des sorceleurs manque de mots pour l'exprimer. Écoute. Non, c'est toi qui vas m'écouter. Yennefer fut jadis avec toi, dis-tu. Qui sait, peut-être n'étais-tu toi-même alors qu'une amourette de passage, un caprice, l'une de ces émotions incontrôlées qu'elle éprouve si souvent. Il m'est impossible, Istred, de rejeter l'hypothèse qu'elle ne t'ait instrumentalisé à ce moment-là. Cela me semble même probable si je m'en réfère à notre discussion, seigneur magicien. Il me semble par conséquent que, parfois, l'instrument peut se révéler supérieur à l'éloquence. Istred ne broncha pas. Sa mâchoire ne trembla même pas. Gérald admirait sa maîtrise de soi. Le silence prolongé, néanmoins, semblait attester que le coup avait porté. Tu joues avec les mots, répondit enfin le magicien. Tu en abuses en tentant de les subsister à de banales émotions humaines dont tu es dépourvu. Tes mots n'expriment aucune émotion, uniquement des sons semblables à ceux que rend le crâne lorsqu'on le tapote. Tu en es fait aussi vide que ce crâne. Tu n'as pas le droit de... Arrête, l'interrompit brutalement Gérald. Peut-être même trop brutalement. Cesse de me refuser le privilège de mes droits. J'en ai assez, tu entends. Je t'avais signifié que nos droits sont égaux, mais par la peste c'est faux. Les miens sont supérieurs. Vraiment? Le magicien pâlit légèrement, pour le plus grand plaisir de Gérald. À quel titre, je te prie?
Le sorceleur réfléchit un instant. Il avait décidé d'achever son adversaire. Pour la simple raison. Pour la simple raison que la nuit dernière, elle a fait l'amour avec moi, et pas avec toi. Istred rapprocha le crâne près de lui en le caressant. Gérald s'inquiéta du fait que sa main ne tremble pas. Selon toi, cela te donne des droits? Seulement un, celui de tirer des conclusions. Ah, répondit lentement le magicien. Bien, comme tu voudras. Eh bien, sache que nous avons fait l'amour ce matin. Tirez-en les conclusions qui s'imposent. Pour ma part, c'est déjà fait. Le silence qui suivit dura longtemps. Gérald chercha désespérément des mots, qu'il ne trouva pas. Assez perdu de temps, finit-il par dire en se levant. Gérald était en colère contre lui-même, car cette phrase obséquieuse sonnait bêtement. Je m'en vais. Va au diable, rétorqua brûle-pourpoint Istred, sans lui accorder un seul regard. Lorsque la magicienne rentra à l'hôtel, Gérald reposait encore habillé sur le lit, les mains sur la nuque, faisant semblant de regarder le plafond. C'est elle qui l'observait. Yennefer referma délicatement la porte. Elle était belle. Quelle beauté, pensa-t-il. Tout en elle respire la beauté. Et tout en elle est dangereux. Les couleurs qu'elle porte, ce contraste de noir et de blanc, le beau et l'effroi, ses boucles naturellement noires comme l'effreux, ses pommettes saillantes, marquées d'une ride se formant, lorsqu'elle juge bon de sourire, à la commissure de ses lèvres si menues et si pâles sous le rouge, ses cils si parfaitement irrégulières lorsqu'elle essuie le mascara qui les met en valeur pendant le jour, son nez si parfaitement trop long, ses doigts menus si parfaitement nerveux, inquiets, doux et doués, sa taille dont la finesse et la délicatesse sont soulignées par une ceinture trop serrée, ses jambes sveltes créées par le mouvement de sa jupe noire. Qu'elle est belle! Yennefer s'assit à la table sans un mot, en posant son menton sur ses doigts croisés. Bien, commençons, dit-elle. Ce silence tragique qui n'en finit plus est trop banal pour moi. Réglons cette affaire, lève-toi et cesse de fixer les araignées au plafond d'un air fâché. La situation est suffisamment stupide. Il n'y a aucune raison de la rendre encore plus stupide. Lève-toi, je te dis. Gérald obéit et, sans enlever son menton, s'assit à califourchon sur une chaise située en face de la magicienne. Réglons cette affaire, disais-je, le plus vite possible. Pour ne pas te mettre dans une situation inconfortable, je propose de répondre à toutes tes questions sans même que tu aies les poser. Oui, il est vrai qu'en route, avec toi pour Aide Guinvel, je me rendais chez Istred et je savais que je coucherais avec lui. J'ignorais que ce fait allait devenir public, que chacun d'entre vous se vanterait auprès de l'autre. Je sais ce que tu ressens, j'en suis navré, mais je ne m'en sens pas coupable. Gérald gardait le silence. Yennefer tourna brusquement la tête. Ses boucles noires et brillantes ondulèrent en cascade sur ses épaules. Gérald dit quelque chose. Il réussit-il à articuler en se raclant la gorge. Il t'appelle Yéna. Oui, elle ne le quittait pas des yeux. Et moi je l'appelle Val, c'est son prénom. Istrad n'est que son surnom. Je le connais depuis des années, Gérald. Il m'est très proche. Ne me regarde pas ainsi, toi aussi tu m'es proche. C'est là que repose tout le problème. Tu hésites à accepter sa proposition? Oui, j'hésite. Je t'ai dit que nous connaissons depuis des années, depuis de nombreuses années, et puis nous avons des intérêts, des ambitions et des objectifs communs. Nous nous comprenons au-delà des mots. Il peut m'aider. Qui sait si un jour je n'aurai pas besoin d'une telle aide, mais avant tout, il m'aime. Je le pense, du moins. Je ne voudrais pas te faire obstacle, Yen. La tête de la magicienne sursauta. Ses yeux violets lançaient des flammes grises. Obstacle? Tu ne comprends donc rien, espèce d'idiot. Si tu me faisais obstacle, si tu me gênais, je me débarrasserais de toi en un clin d'œil en te téléportant au bout du cap Bermévord, ou en formant un cyclone qui t'emporterait jusqu'au pays de Hanu. Avec un peu d'effort, je saurais te fondre dans un morceau de quartz et que j'abandonnerais dans un jardin, au beau milieu d'un massif de pivoine. Je pourrais aussi te laver le cerveau de façon à ce que tu oublies qui je suis et comment je m'appelle, mais tout cela à la condition que je le veuille bien, car je pourrais tout simplement dire « Nous avons passé du bon temps, Gérald, mais il faut maintenant nous quitter. Je pourrais filer à l'anglaise, comme tu l'as fait un jour, en fuyant ma maison de Wengerberg. Ne crie pas, Yen, ne sois pas agressive, cesse de rappeler cette histoire de Wengerberg. Nous avions convenu de Jeanne-Marie... Excusez-moi, je recommence, j'ai trop bugué. Nous avions convenu de ne jamais revenir là-dessus. Je ne t'en veux pas, Yen, je ne te fais pas de reproches. Je sais que tout ce que tu fais dépasse la mesure commune. Concernant ma peine, concernant ma tristesse à l'idée de te voir te perdre, il ne s'agit que d'une mémoire cellulaire, des traces de sentiments ataviques subsistant chez un mutant après que toute émotion eût été effacée en lui.
Je ne supporte pas lorsque tu parles ainsi, explosa-t-elle. Je ne supporte pas lorsque tu as recours à de telles paroles. Ne parle jamais plus ainsi ma présence, jamais. Est-ce que cela change la situation? Je ne suis qu'un mutant. Il n'y a pas de mutant qui tienne, ne prononce pas ce mot en ma présence. La crécerelle noire, perchée sur les bois de Rennes, fit battre ses ailes et racler ses serres. Gérald jeta un regard à l'oiseau, plus précisément à son œil morne et jaune. Yennefer reposa son menton sur ses doigts croisés. Yen, je t'écoute, Gérald. Tu avais promis de répondre à mes questions, aux questions que je ne me poserai même pas. Il en reste une, la plus importante, celle que je ne t'ai jamais posée, celle que j'ai toujours eu peur de te poser. Réponds-y. Oh, je ne peux pas, Gérald, dit-elle durement. Je ne te crois pas, Yen. Je te connais bien. Il est impossible de bien connaître une magicienne. Réponds ma question, Yen. Je te réponds, je ne sais pas. Mais que vaut une telle réponse? Ils gardèrent le silence. Le tumulte de la rue commença à décroître. Les feux du soleil couchant transperçaient les fentes des volets et projetaient dans la pièce des traits obliques de lumière. Ah, Edginvel, murmura le sorceleur, éclat de glace. Je le sentais, je savais que cette ville m'est hostile, néfaste. Ah, Edginvel, répétait-elle lentement. La luge de la reine des elfes. Pourquoi? Pourquoi, Gérald? Je fais route avec toi, Yen. Les rênes de mon traîneau sont emmêlées aux tiennes. Autour de moi, je ne vois que tempête de neige et gel. Il fait froid. La chaleur ferait fondre en toi l'éclat de glace avec lequel je t'ai frappé, murmura-t-elle. Le charme cesserait alors d'agir. Tu me verrais tel que je suis. Cingle tes chevaux blancs, Yen, qu'ils rallient le pays septentrional des neiges éternelles, pourvu que la glace ne fonde jamais. Je veux me retrouver au plus vite dans ton château de glace. Ce château n'existe pas. Les lèvres de Yennefer tremblaient et grimaçaient. Ce n'est qu'un symbole. Notre course en traîneau n'est qu'une longue glissade derrière un rêve inaccessible. Moi, reine des elfes, j'aspire à la chaleur. C'est là justement mon mystère. C'est pourquoi chaque année, mon traîneau m'emmène à travers le blizzard jusqu'à une petite ville où les rênes de quelqu'un s'enlacent aux miens. Chaque année, quelqu'un de nouveau, sans fin. Car la chaleur que je désire consume le charme, la magie et la séduction. Mon élu, qu'une étoile de glace a désigné, disparaît alors. Et là, à ses yeux redevenus tièdes, je ne suis pas meilleur que les autres mortels. Mais sous la blancheur immaculée apparaît bientôt le printemps, rétorqua Gérald. À Edginvel, petite ville bien laide, aussi joli nom, se libère alors des neiges, et son dépotoir, sa montagne d'immondices, dans laquelle je m'enfonce, car il me paie pour cela, apparaît. On m'a créé pour entrer dans les ordures que les autres évitent avec horreur et dégoût. On m'a privé de la faculté de ressentir pour que j'ignore combien ces excréments sont excrémentiels, pour que je ne recule pas devant leur puanteur. Oui, on m'a privé de cette faculté de ressentir, mais pas complètement. Celle qui était chargée de cette tâche a dû bâcler son travail, Yen. Ils gardèrent le silence. La crécerelle noire fit bruisser ses plumes en ouvrant et en fermant ses ailes. Gérald, je t'écoute. Maintenant, réponds à la question que je ne t'ai jamais posée. Moi aussi, j'ai toujours eu peur. Je ne la poserai d'ailleurs pas non plus aujourd'hui, mais réponds-y. Je veux entendre ta réponse. Un mot. Ce mot unique que tu ne m'as jamais dit. Dis-le, Gérald, je t'en prie. Je ne peux pas. Pourquoi? Tu ne le sais pas? Demanda-t-il tristement. Ma réponse ne serait qu'un mot privé d'émotion, semblable au bruit creux d'un crâne froid et vide que l'on tapote. Elle le regarda en silence. Ses yeux, grands ouverts, prirent une teinte de violet incandescent. Non, Gérald, dit-elle, c'est faux. Ce n'est tout au moins qu'une semi-vérité. Tu n'es pas privé de sentiments, je le vois bien maintenant. Je sais maintenant que... Elle s'interrompit. Termine, Yen. Tu t'es déjà décidé, ne mens pas, je te connais. Je le vois dans tes yeux. Elle ne baissa pas son regard, il savait. Yen, murmura-t-il. Donne-moi la main, dit-elle. Elle saisit ses doigts dans les siens. Gérald sentit immédiatement un picotement et une pulsation accélérée de sang dans les veines de son avant-bras. Yennefer murmura un sort d'une voix sereine et mesurée, mais le sorceleur remarquait les gouttes de sueur que l'effort faisait perler sur son front pâle. Il vit ses pupilles dilatées par la douleur. Ayant relâché sa main,
La magicienne allongea ses bras et les mit en mouvement d'un geste doux, caressant une forme invisible, lentement, de haut en bas. Entre ses doigts, l'air commença à devenir plus dense et plus opaque, à enfler et à onduler, comme de la fumée. Fasciné, Gérald observait le spectacle. La magie, créatrice, art suprême des sorciers, l'avait toujours plus émerveillé que l'illusion ou la magie transformatrice. Oui, Istred avait raison, pensa-t-il, mais Sin semble ridicule en comparaison d'une telle magie. Entre les doigts de Yennefer, tremblant sous l'effort, se matérialisait lentement la forme d'un oiseau noir comme le charbon. Les mains de la magicienne caressaient délicatement le plumage dressé, la tête plate et le bec crochu de l'animal. Un dernier mouvement fluide, doux et hypnotique provoqua le cri strident d'une grécérelle noire qui tourna la tête. Sa jumelle, toujours immobile sur les bois de Rennes, le répondit par un couinement. « Deux grécérelles » dit Gérald à voix basse. « Deux grécérelles noires, créées par la magie. Je suppose qu'elles te sont toutes deux nécessaires. » « Tu supposes bien, répondit-elle avec difficulté. Elles me sont toutes deux utiles. Je m'étais trompé en pensant qu'une seule suffirait. Je m'étais lourdement trompé, Gérald. À quelle erreur m'a conduite l'orgueil de la reine de l'hiver, convaincue de sa toute-puissance. Il y a des choses que même la magie ne peut procurer. Il y a des dons qu'il ne sied pas d'accepter si l'on n'est pas capable de les rendre, par quelque chose d'aussi précieux. Car ces dons vous filent alors entre les doigts. Ils fondent comme des éclats de glace que la main presse. Il ne restera alors que le regret, un sentiment de perte et d'injustice. Yen, je suis une magicienne, Gérald. Le pouvoir que je possède sur la matière est un don payé en retour par l'abandon de tout ce que je possédais. Il ne m'est rien resté. Gérald garda le silence. La magicienne essuya de la main son front frémissant. Je me suis trompée, répéta-t-elle, mais je réparais mon erreur. Émotion et sentiment. Elle toucha la tête de la grécérelle noire. L'oiseau se leva en ouvrant silencieusement son bec crochu. Émotion, caprice, mensonge, fascination, jeu, sentiment vide. Donc il ne sied pas d'accepter. Mensonge, vérité. Qu'est-ce que la vérité? Le contraire du mensonge ou l'affirmation d'un fait? Et si ce fait est mensonge, que devient la vérité? Qui se nourrit vraiment de sentiments ardents? Qui n'est que le froide carapace d'un crâne vide de ses émotions? Qui est-ce qui est vrai, Gérald? Qu'est-ce que la vérité? Je ne sais pas, Yen. Dis-moi. Non, répondit-elle en relâchant son regard. Jamais auparavant, Gérald ne l'avait vu baisser ainsi les yeux. Jamais. Non, répéta-t-elle. Je ne peux pas, Gérald. Je ne peux pas te le dévoiler. C'est cet oiseau, né du contact avec ta main, qui te le dira. Oiseau, qu'est-ce que la vérité? La vérité, déclara la crécelle, est un éclat de glace. Oh, bonsoir Athènes. Bienvenue. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas eu. Ça fait plaisir de te revoir. Bien qu'il lui semblait déambuler au hasard des ruelles, il se retrouva soudain au pied du mur sud, sur une butte surplombant un quadrillage de fossés dessinés entre des parcelles de fondations antiques et des ruines éparses disposées le long de l'enceinte de pierre. Istred se trouvait là, les manches de sa chemise retroussées, chaussé de bottes, il criait sur des valets creusant à la bêche la paroi d'un trou stratifié de couches de terre, d'argile et de charbon de bois multicolores. Sur des planches disposées sur le côté gisaient des os noircis, des fragments de peau et d'autres objets méconnaissables, corrodés et recouverts de rouille. Le magicien repéra immédiatement Gérald. Après avoir donné quelques ordres sonores aux ouvriers, il sauta hors du trou et s'approcha en tenant ses pouces accrochés à son pantalon. « Que se passe-t-il » demanda-t-il à Brûle-Pourpoint. Immobile devant lui, le sorceleur ne répondit pas. Les valets, feignant de travailler les surveillants du coin, de l'œil, et murmuraient entre eux. « La haine te sort par les yeux, dit Istred en grimaçant. Que veux-tu? Tu t'es décidé? Où est Yenna? J'espère que... N'espère pas trop, Istred. Oh, réagit le magicien. Ne l'entendrai-je pas dans ta voix? Est-ce que je sens bien ce qui est en toi? Qu'est-ce que tu sens? Istred plaça ses poings sur ses hanches en fixant le sorceleur d'un air de défi. Ne nous mentons pas l'un à l'autre, dit-il. Tu me hais autant que je te hais. Tu m'as insulté. Ah non, pas cette musique. Tu m'as insulté en me parlant de Yennefer. Je t'ai répondu avec le même mépris. Tu me gênes autant que je te gêne. Réglons cette affaire entre hommes. Je ne vois pas d'autre solution. C'est la raison de ta présence, pas vrai? Oui, répondit Gérald en se grattant le front. Tu as raison, Istred. C'est la raison de ma présence. Cela ne fait aucun doute. Parfait. Cette situation ne peut durer. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'apprends que Yenna passe, depuis plusieurs années, de l'un à l'autre comme une balle de chiffon,
Une fois avec moi, une fois avec toi, elle me fuit pour te retrouver, et inversement. Ceux qu'elle fréquente en plus ne comptent pas. Seuls, nous deux, sommes importants pour elle. Cela doit prendre fin. L'un d'entre nous doit s'effacer. Oui, répéta Gérald, sans cesser de se toucher le front. Oui, tu as raison. Notre présomption nous a fait croire que Yéna choisirait le meilleur. Quant à savoir qui est le meilleur, chacun de nous a sa petite idée. Comme des gamins, nous nous sommes vantés des égards qu'elle nous témoignait, et non, moins comme des gamins, nous avons même dévoilé quels étaient ces égards et ce qu'ils signifiaient. Je suppose que tu as réfléchi comme moi, et que tu arrives à la conclusion que nous nous sommes trompés tous les deux. Yéna n'a pas le moindre intention de choisir entre nous deux. Elle ne le ferait même pas si elle en était capable. C'est pourquoi nous devons régler cette question sans elle. Je ne pense pas pouvoir partager Yéna avec qui que ce soit. Ta présence prouve que tu penses de même. Nous la connaissons tous deux, plutôt bien. Tant que deux rivaux resteront en lice, aucun de nous ne pourra être sûr de ses sentiments. Il ne doit en rester qu'un seul. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Je suis d'accord, répondit le sorceleur, en ayant du mal à remuer ses lèvres engourdies. La vérité est un éclat de glace. Quoi? Rien. Qu'est-ce que tu as? Tu es malade ou ivre? Tu t'es gavé d'herbes de sorceleur? Non, je n'ai rien. Quelque chose m'est tombé dans l'œil, Istred. Un seul doit rester. Oui, c'est la raison pour laquelle je suis ici. Cela ne fait aucun doute. Je le savais, dit le magicien. Je savais que tu viendrais. Du reste, je vais être sincère avec toi. Tu as anticipé mes intentions. La foudre globulaire, dit le sorceleur en souriant indistinctement. Istred plissa les yeux. Peut-être, répondit-il. Peut-être la foudre globulaire, mais pas derrière un tas de charbon. Un face-à-face dans l'honneur. Tu es un sorceleur. Les chances sont égales. Décide toi-même où et quand. Gérald hésita un instant avant de prendre sa décision. Cette petite place, il désigna l'endroit de la main. Je suis venu par là. Je sais, il y a un puits que l'on nomme la clé verte. Près du puits donc, oui, près du puits. Demain, 2 heures, après le lever du soleil. Bien, j'y serai. Ils se firent face sans bouger et sans s'accorder un regard. Le magicien grogna finalement quelque chose dans sa barbe, déterra une motte d'argile, puis la brisa d'un coup de talon. Gérald? Oui. Tu ne te sens pas idiot? Si, reconnut à contre-cœur le sorceleur. Tu me rassures, car je me sens comme le dernier des imbéciles. Jamais je n'aurais cru que je puisse me battre à mort avec un sorceleur pour une femme. Je sais ce que tu ressens, Istred. Ma foi, le magicien se força à sourire. Mais le fait que je me sois résolu à une solution si éloignée de ma nature prouve bien qu'il faut qu'il en soit ainsi. Je sais, Istred. Tu sais aussi bien sûr que celui qui survivra devra fuir Yéna le plus rapidement possible à l'autre bout du monde. Je le sais. Bien sûr, tu comptes revenir à elle lorsque sa colère sera apaisée. Bien sûr. L'affaire est donc réglée. Le magicien esquissa un mouvement de demi-tour, mais il tendit d'abord sa main au sorceleur. À demain, Gérald. À demain. Le sorceleur lui sera à la main. À demain, Istred. Hé, sorceleur! Gérald releva la tête au-dessus de la table. Perdu dans ses réflexions, il avait laissé la bière se déverser sur le plateau de la table en formant des zigzags fantaisistes. Il n'a pas été facile de te trouver. Le staroste Herbold s'assit, en repoussant les carafes de l'échoppe. On m'a dit à l'auberge que tu te trouvais à l'écurie. Dans l'écurie, je n'ai trouvé que des chevaux et des paquets, et je te trouve ici, à n'en pas douter, dans le pire des bougs, et dans les pires des bougs de la ville, dans le repère de la pire des engeances. Qu'est-ce que tu fais ici? Je bois. À n'en point douter, je voulais m'entretenir avec toi. Tu as cuvé comme un enfant. J'en suis fort aise. Que voulez-vous, Herbold? Vous ne voyez pas que je suis occupé? Gérald sourit à la catin, venu lui servir une nouvelle carafe. La rumeur court, continua le staroste d'un air inquiet, que vous avez décidé de vous entretuer, toi et notre magicien. C'est notre affaire, uniquement la sienne et la mienne. Ne vous en mêlez pas. Non, ce n'est pas votre affaire, répliqua Herbold. Istred nous est grandement utile, et nous n'avons pas les moyens de nous payer les services d'un autre magicien. Allez, prie au temple pour sa victoire. Ne te moque pas, grogna le staroste. Cesse de te prendre pour qui tu n'es pas, espèce de vagabond. Par tous les dieux, si je savais que le magicien pardonnerait mon geste, je te ferais enfermer dans un trou au fond d'une grotte, ou expulser hors de la ville, traîné par 2 chevaux, ou je demanderais tout simplement à la cigale de t'abattre comme un porc. Malheureusement, Istrad est très sensible aux questions d'honneur et ne pourra jamais excuser un tel acte. C'est bien.
Le sorceleur but une bière supplémentaire et cracha sous la table un brin de paille tombé dans sa chope. Victoire, c'est tout? Non, répondit Herbolt en sortant de sous son menton une bourse remplie d'argent. Tu as là 100 marques, sorceleur. Prends-les et décampe d'Edganvel. Déguerpis. L'humeuse serait tout de suite, avant le lever du soleil en tout cas. Nous n'avons pas les moyens de payer les services d'un autre magicien. Je ne permettrai pas que la nôtre risque sa vie dans un duel avec quelqu'un comme toi, pour une stupide raison qui... Le Starot s'interrompit sans terminer sa phrase, bien que le sorceleur n'eût même pas bronché. Herbolt, vire ta sale gueule de ma table, lui jeta alors Gérald à la face. Tes 100 marques, tu peux te les carrer dans le pot. Ta vue me donne la nausée. Si tu restes, je risque de te maculer entièrement de vomi. Des poulaines au couvre-chef. Le staroste escamota la bourse. Il posa les deux mains sur la table. Si c'est non, dit-il. Je voulais simplement régler l'affaire par bonté d'âme. Battez-vous, écorchez-vous, brûlez-vous, découpez-vous en morceaux pour cette catin, tout juste bonne à ouvrir les jambes au premier venu. Je pense qu'Istred sautera d'ailleurs te réguler ton compte, espèce de tueur à gages, oui, et de toi les seules chaussures subsisteront. Mais sinon, je te retrouverai avant que son cadavre ait eu le temps de refroidir, et je te romprai les os sous la torture. Pas une seule partie de ton corps n'en sortira intacte. Le Staros n'eut pas le temps de retirer ses mains de la table. Le sorceleur fut trop rapide. La pointe du stylet se ficha avec un bruit sourd entre les doigts d'Herbolt, après un mouvement d'épaule à peine ébauché. Peut-être, chuta le sorceleur en pressant de son poing la manche du stylet et en ne cessant de fixer Herbolt du regard devenu cramoisi. Peut-être Istred va-t-il me tuer, mais si ce n'est pas le cas, je partirai d'ici. Et toi, petite ordure puante, n'essaie pas de m'arrêter si tu ne veux pas que le sang baigne les ruelles de ta ville sordide. Tire-toi maintenant. Seigneur Starost, que se passe-t-il ici? Et toi? Doucement, la cigale, dit Herbolt, en retirant lentement ses doigts de la table et en les faisant glisser le plus prudemment possible le long du tranchant du stylet. Il ne s'est rien passé. Rien. La cigale regarda son épée déjà à moitié sortie du fourreau. Gérald ne lui accorda pas un regard. Il ne regarda pas non plus Starost qui sortit de la taverne en présence de la cigale, censé le protéger des chants d'eau et des cochers. Un petit homme à la face de rat et aux yeux noirs pénétrants, installé quelques tables plus loin, accaparait l'intention du sorceleur. Je me suis énervé, s'étonna-t-il. Mes mains tremblent. Mes mains tremblent vraiment. C'est incroyable ce qui m'arrive. Est-ce que cela signifierait que... Oui, pensa-t-il en observant le petit homme à la face de rat. C'est sûrement ça. Qu'est-ce qu'il fait froid. Le sorceleur se leva et sourit, en regardant une nouvelle fois le petit homme. Puis, il écarta le pan de sa veste pour retirer 2 monnaies d'or de sa bourse, qu'il jeta sur la table. Les pièces tintèrent. L'une d'entre elles alla en roulant percuter le tranchant du stylet, toujours planté, toujours planté dans le bois patiné. Le coup fit porter à l'improviste. Le gourdin siffla silencieusement et si vite dans le noir qu'il s'en fallut de peu que le sorceleur n'eut le temps de se protéger la tête en soulevant son épaule et d'amortir le coup d'un mouvement souple du corps. D'abord en arrière, Gérald retomba un genou à terre. Il effectua ensuite une roulade en avant pour se relever. Il sentit le mouvement de l'air déplacé sous l'effet d'un nouveau coup de gourdin, qu'il évita grâce à une agile pirouette et exécuta un demi-tour entre les deux silhouettes qui le cernaient dans l'obscurité. Il tendit la main derrière son épaule droite pour saisir son épée. Il n'avait plus d'épée. Rien ne me priverait de mes réflexes, pensa-t-il en bondissant mollement. Routine, mémoire cellulaire, je suis un mutant, et je réagis comme un mutant, poursuivit-il intérieurement, tout en mettant de nouveau un genou à terre pour éviter un coup, et en cherchant son stylet dans la tige de sa botte. Il n'avait plus de stylet. Il sourit, en crispant les lèvres avant de recevoir un coup de gourdin sur la tête. Il fut ébloui. La douleur rayonna jusqu'au bout de ses doigts. Il tomba en relâchant ses muscles sans cesser de sourire. Quelqu'un se laissa tomber sur lui pour le maintenir au sol. Un autre lui arracha sa bourse accrochée à la ceinture. Gérald entrevit la lueur d'un couteau. Celui qui lui écrasa le torse de son genou, lacéra l'encolure de sa vareuse, saisit la chaîne et arracha son médaillon avant de le relâcher immédiatement. Gérald l'entendit balbutier. Par Belzébuth, c'est un sorceleur, un enchanteur. Le second se mit à jurer en haletant. Il n'avait pas d'épée par les dieux, par la beauté, par le mal. Filons d'ici, Radgast, ne le touche pas. La lune éclaira un rare nuage pendant un instant. Gérald vit juste au-dessus de lui un visage de rat émacié et des petits yeux noirs. Il entendit le bruit des pas du second larron prenant la poudre d'escampette et disparaissant dans une ruelle puant le chat et la graisse brûlée. Le petit homme à la face de rat enleva lentement son genou du torse du sorceleur. La prochaine fois,
Gérald entendait distinctement son murmure. La prochaine fois que tu voudras te suicider, sorceleur, ne mêle pas les autres à tes affaires. Prends-toi tout simplement à tes brides dans une écurie. Il avait dû pleuvoir pendant la nuit. Gérald sortit devant l'écurie en se frottant les yeux et en balayant avec ses doigts la paille restée collée à ses cheveux. Le soleil levant brillait sur les toits mouillés. Les flaques reflétaient des lueurs dorées. Le sorceleur cracha par terre. Il avait toujours un sale goût dans la bouche et une bosse sur la tête terriblement dolente. Un maigre chat noir se tenait assis sur la barrière située en face de l'écurie et se léchait consciencieusement la patte. « Chaton, appela le sorceleur. Le chat le regarda sans bouger et se mit à siffler avec hostilité. Il baissa les yeux et montra ses crocs. « Je sais, dit Gérald avec un signe de la tête. Moi non plus je ne t'aime pas. Je ne faisais que plaisanter. » Sans se presser, Gérald ferma les boutons et les boucles de sa veste, aplatit les plis de ses vêtements et vérifia que ceux-ci n'entravaient pas ses mouvements. Il plaça son épée en bandoulière, rectifia l'emplacement de sa poignée au-dessus de son épaule droite, puis se ceignit le front d'un bandeau, plaquant ses cheveux vers l'arrière, derrière ses oreilles. Le sorceleur enfila enfin de longs gants de combat hérissés de petites pointes d'argent en forme de cône. Gérald observa une nouvelle fois le soleil, réduisant ses pupilles à l'état de menu fente verticale. Belle journée, pensa-t-il. Belle journée pour combattre. Il soupira, cracha, puis se mit à descendre les ruelles encadrées de murs, exhalant une forte odeur de crépi, mouillé et de chaud. Hé, l'original! Gérald regarda autour de lui. La cigale, accompagnée de 3 hommes armés fortement suspects, se tenait assis sur un tas de poutres disposées le long du fossé. Il se leva soudain, s'étira, et gagna le milieu de la ruelle en évitant avec soin les flaques d'eau. « On va où là ?» demanda la cigale en agrippant son ceintureau avec ses doigts fins. « Ça ne te regarde pas. Pour que les choses soient claires, je n'ai que faire du Staros, du magicien, et de toute cette foutue ville, continua la cigale en martelant chacun de ses mots. C'est toi qui m'intéresse, sorceleur. Tu ne parviendras pas à atteindre le bout de cette ruelle, tu entends? Je vais vérifier ton habileté. Ôte-toi de mon chemin. Arrête-toi, hurla la cigale en saisissant la poignée de son épée. Tu n'as pas compris ce que je viens de dire? Nous allons combattre, je te lance un défi. Nous saurons enfin de nous deux qui est le meilleur. Gérald haussa les épaules en ne ralentissant pas sa marche. Je te défie, tu entends la normale? Cria la cigale en lui barrant le passage une nouvelle fois. Qu'est-ce que tu attends? Fais fuser le fer de ton cuir, que se passe-t-il? C'est la peur qui te paralyse? Ou peut-être ne t'intéresses-tu pas qu'à ceux qui, comme Istred, ont misé ta sorcière? Gérald continua de son pas décidé, obligeant la cigale à marcher inconfortablement à reculons. Les hommes armés, accompagnant la cigale, se levèrent du tas de bûches et ils lui suivirent en maintenant une certaine distance. Le sorceleur entendait leurs chaussures gargouiller dans la boue. « Je te défie, répéta la cigale qui pâlissait et devenait cramoisie tour à tour. Tu entends, sale engeance? Que te faut-il de plus? Je dois te cracher à la gueule? Crache donc. La cigale s'arrêta et inspira en passant les lèvres pour cracher. Fixant le sorceleur dans les yeux, il oublia de surveiller ses mains. Ce fut son erreur. Ne ralentissant pas sa marche, Gérald frappa instantanément de son gant clouté la bouche de la cigale dont les lèvres s'ouvrirent et explosèrent comme une griotte écrasée. Le coup avait été porté sans élan, au terme d'une simple génuflexion. Le sorceleur se courba et frappa une nouvelle fois au même endroit, en prenant cette fois un court élan. Il sentit en cognant combien sa couleur s'expulsait de lui-même grâce à la force et à la vigueur du coup porté. Le dos tourné, la cigale tituba sur un pied dans la boue, puis vomit et cracha du sang dans une flaque. Entendant derrière lui les cliquetis d'une lame sortie de son fourreau, Gérald fit halte et se retourna sans à-coup, la main posée sur la poignée de son épée. « Alors » demanda-t-il d'une voix trahissant sa rogne. « À vous l'honneur » Celui qui avait dégainé ne soutint son regard qu'un instant et baissa les paupières. Les autres commencèrent à reculer. D'abord lentement, puis de plus en plus rapidement. Se rendant compte de la situation, l'homme à l'épée recula lui aussi, en actionnant muettement ses lèvres. L'homme situé le plus loin se retourna soudain et s'enfuit en pataugeant dans les flaques. Les autres, morts de peur, n'osaient pas approcher. La cigale tomba dans la boue. Il se releva, en se hissant sur les coudes. Proférant d'une voix éraillée des mots sans signification, il vomit quelque chose de blanc, mêlé à une grande quantité de liquide rouge. S'approchant, Gérald lui donna nochonalement un coup de pied à la pommette, lui brisant l'os zygomatique. L'homme de main pataugea une nouvelle fois dans la flaque. Le sorceleur reprit son chemin sans se retourner. Istrad attendait déjà.
appuyé à la margelle du puits contre le treuil en bois, recouvert d'une pellicule de mousse verte. Une épée était accrochée à sa ceinture, belle, légère, venait d'une garde semi-ouverte et retenue par l'extrémité forgée d'un fourreau, venant buter contre la tige luisante de sa botte de cavalier. Un oiseau noir se tenait bien droit sur l'épaule du magicien. Une sérelle, une crécérelle. Te voilà, sorceleur. Istred, équipé d'un gant de fauconnier, saisit la crécérelle et la débaisa prudemment et délicatement sur le toit du puits. Me voilà, Istred. Je ne pensais pas que tu viendrais, je pensais que tu préférais prendre la route. Tu vois, je ne suis pas parti. Le magicien éclata d'un rire affranchi et bruyant, en rejetant la tête en arrière. Elle voulait nous sauver, dit-il, tous les deux. Il n'en est pas question, Gérald, croisons le fer. Seul l'un d'entre nous doit subsister. Tu comptes combattre à l'épée? Cela t'étonne, toi aussi? Tu comptes combattre à l'épée? Allez, lève-toi. Pourquoi Istred? Pourquoi avec une épée et non pas au moyen de la magie? Le magicien pâlit, ses lèvres se mirent à trembler. Lève-toi, je te dis, cria-t-il. Il n'est plus temps de poser des questions. Le temps des questions est révolu. Il est maintenant temps d'agir. Je veux savoir, continua lentement Gérald, pourquoi l'épée? Je veux savoir d'où te vient cette crécérelle et pourquoi elle se trouvait chez toi. J'ai le droit de savoir. J'ai le droit à la vérité, Istred. À la vérité, répéta amèrement le magicien. Oui, peut-être tu y as droit. Nos droits sont égaux. La crécérelle, disais-tu? Elle est apparue à l'aurore, trempée par la pluie, porteuse d'une lettre très courte que je connais par cœur. Adieu, Val, pardonne-moi. Il y a des dons qu'il ne sait pas d'accepter. Rien en moi ne pourra te payer en retour. C'est la vérité, Val. La vérité est un éclat de glace. Alors, Gérald, tu es content? Tu as usé de ton droit? Le sorceleur hocha lentement la tête. Bien, reprit Istred. Maintenant, c'est moi qui vais user du mien, car je ne prends pas acte de cette information. Je ne peux pas sans elle. Je préfère encore. Lève-toi, par le diable. Le magicien se voûta et tira son épée d'un mouvement souple et rapide, témoignant de son savoir-faire. La crécérelle poussa un hurlement. Le sorceleur resta immobile, les deux bras pendant le long du corps. Qu'est-ce que tu attends? Aboya le magicien. Gérald releva lentement la tête. Il le regarda encore un moment, puis tourna les talons. Non, Istred, dit le sorceleur à mi-voix. Adieu. Qu'est-ce que cela signifie par la peste? Gérald s'arrêta. Istred, lança-t-il par-dessus son épaule, ne mets pas les autres à tes affaires. Si tu le dois vraiment, pends-toi des bribes dans l'écurie. Gérald, cria le magicien. Sa voix se brisa en une fausse note qui lui écorcha les oreilles. Je ne renoncerai pas, elle ne m'échappera pas. Je la suivrai à Wengerberg. Je la suivrai jusqu'au bout du monde. Je la retrouverai. Je ne renoncerai jamais à elle. Sache-le. Adieu, Istred. Il gagna la ruelle sans se retourner. Il marchait sans faire attention aux passants qu'il évitait prestement et au claquement des portes et des volets. Il ne remarqua rien, ni personne. Le sorceleur pensa à la lettre qu'il attendait à l'auberge et pressa le pas. Il savait que l'attendait sur la tête du lit une crécérelle noire trempée par la pluie, tenant une lettre dans son bec crochu. Il voulait lire cette lettre le plus vite possible, même s'il en connaissait déjà la teneur.